Heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal des correspondants. Bienvenue à toutes et à tous. Nos destinations aujourd'hui, Cameroun, Bénin, Gabon et Mali. Je vous propose d'ouvrir l'édition par le Cameroun. Le pays abrite depuis le 9 janvier les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. La cérémonie de lancement de la compétition s'est déroulée dans une ambiance haute en couleurs. Le tout auréolé par une victoire, une belle victoire d'ailleurs, des Lions indomptables du Cameroun face au Burkina Faso. Compte rendu, Mathieu Wamba, Cyril Nguidjoy. Historique. 50 ans après, le Cameroun lance officiellement l'organisation de sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Dans les artères de Yaoundé dimanche, des airs de festival, klaxons de véhicules, sons de vuvuzela déjà très tôt. Après la traditionnelle messe du dimanche, dans la mi-journée, les uns et les autres convergent vers la banlieue nord pour le stade d'Olembe où aura lieu le match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso. Ici, c'est une véritable farandole que le Cameroun offre à ses populations en présence de son chef d'État, le président Paul Biya et son épouse. Je déclare officiellement ouverte la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Total Energies Cameroun 2021. L'équipe nationale, dès l'entame, prend les choses en main et se montre très dangereuse face aux 11 des étalons. « 24e minute, elle se fera pourtant surprendre après une belle phase de jeu des Burkinabés en encaissant un but de l'attaquant Sangaré. Stupeur dans cette belle arène, heureusement Vincent Aboubakar égalisera à la 40e minute par pénalty et aggravera le score quelques minutes plus tard, donnant la victoire finale au Cameroun sur ses installations. Je pense qu'avec la qualité qu'il y a dans cette équipe, nous pouvons faire beaucoup mieux. Mais il faut quand même, on n'a pas quand même fait tout ce que nous avons fait, c'était pas tout négatif. Il y a quand même du bon, mais on va essayer de voir comment nous allons l'améliorer. Ce qui est important, c'est de gagner et avoir la tête haute et continuer bien dans ces compétitions. C'est une question extra, c'est une motivation de plus. Et surtout, jouer un match de match à la maison, une compétition pareille. Je pense qu'on est content du résultat. C'est vrai qu'on pouvait faire mieux, mais c'est notre premier match. On a joué depuis 10 semaines. C'était pas facile et on pense que les prochains jours seront meilleurs. Une victoire qui fait davantage rêver les spectateurs locaux au vu de la prestation des Lions indomptables hier. C'est une équipe soudée et efficace avec laquelle il faudrait peut-être compter dans cette compétition qui ne fait que commencer. En marge de la cérémonie d'ouverture de cette CAN, le président comorien, invité d'honneur du chef d'État camerounais Paul Biya, a reçu en audience le président du groupe L'Anecdote Amougou Belliga. Les deux hommes ont échangé sur les projets de développement de l'entrepreneuriat privé aux Comores, mais aussi sur la possibilité de partenariat gagnant-gagnant dans le secteur de la formation professionnelle. Chiben Baleba, Pierre Parfait Ndongo, Cyril Nguidjoy. Une heure d'échange à Yaoundé qui pose les balises d'un nouveau partenariat entre Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, et Jean-Pierre Amougou Belliga, président du groupe L'Anecdote. Accompagné entre autres de son ministre de l'Intérieur, de la décentralisation, de l'administration du territoire, Monton Frakidine Mahamoud, et de son ministre de l'Agriculture, Oumed Saïdié, Azali Assoumani est l'hôte du président Paul Biya à l'occasion de la toute première participation des Colacantes à la Coupe d'Afrique des Nations. Le chef d'État comorien et l'homme d'affaires camerounais ambitionnent de créer un partenariat gagnant-gagnant pour rehausser l'enseignement aux Comores, une aubaine dans un pays où les jeunes constituent 56% de la population. Chez nous, on a jusqu'à 67% de moins de 30 ans. Donc c'est quand même un bel capital, à condition effectivement qu'on les forme, qu'on les occupe. Et on sait que si on occupe les jeunes, là, on va réduire. On va réduire un peu ce fléau de l'extrémisme. Il appelle le groupe L'Anecdote.
de faire la même chose qu'on a fait en Centrafrique et qu'on a fait dans la sous-région, à savoir aller investir aux Comores. Et comme vous le savez, il n'y a rien à faire. On va se mettre directement. Vous voyez, je suis le ministre qui est chargé de l'agriculture et le ministre de l'Intérieur qui sont avec moi. Et le chef de l'État nous a donné toutes les garanties pour permettre à notre groupe de pouvoir travailler avec nos frères de la sous-région. Ça sera une dynamique de la coopération sud-sud qui est en bonne marche. Le choix du puissant homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga n'est pas anodin. Au-delà de ses investissements, composés entre autres de l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers, de la microfinance Vision Finance implantée dans plusieurs coins du Cameroun, il s'est imposé comme un acteur majeur de développement en Afrique centrale à travers la réhabilitation de la radio et télévision centrafricaine grâce à un partenariat fructueux avec le président Touadéra. L'archipel des Comores, avec ses plus de 2000 km² de superficie, constitue également une niche d'opportunités. C'est le seul pays de la région qui n'a pas capitalisé sur le sol halieutique. Alors que de ce côté de la mer, de ce côté-là, quand même, la communauté nationale était juste. Parce que l'espace maritime ne dépend pas de la surface du pays. Donc nous avons le même espace maritime que Madagascar, qui est 3 fois la France. Donc ces sols halieutiques, on ne les a jamais exploités. Et là, on a pris la décision, voilà, le ministre de la Pêche est là, pour essayer d'avoir des gens pour venir qu'on exploite ça. Un entretien qui marque surtout l'étroite coopération bilatérale Cameroun-Comores. Le Gabon à présent, après le divorce prononcé en 2017 entre l'opérateur stratégique Veolia et l'État gabonais en matière de gestion de l'eau potable et de distribution de l'énergie électrique, la Société d'énergie et d'eau du Gabon et l'État gabonais viennent de formaliser par la signature d'une convention de concession le rôle de la SEEG. Cette signature ouvre le marché à d'autres opérateurs évoluant dans le secteur. Muriel Ndoyenguene, Joël Tatou. L'État gabonais, via le ministère en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques, formalise l'acte de concession de convention avec la Société d'énergie et d'eau du Gabon. La signature de la nouvelle convention contractuelle qui intervient au terme de plusieurs mois de négociations, née du divorce entre Veolia, opérateur stratégique sous contrat depuis 1997, donne à la SEEG plus de force juridique et stratégique. La concession va changer 3 choses. La première, c'est accorder à la SEG une meilleure sécurité juridique pour pouvoir se financer sur le marché financier, aussi bien national qu'international. La seconde chose, c'est que la perspective pour la SEG est de 20 ans. Donc il y a de quoi investir et de pouvoir amortir son investissement. On est donc plus sur une gestion précaire. La troisième chose, c'est que l'État va veiller avec la SEG à améliorer la qualité du service. Vous savez qu'entre-temps, l'État a mis en place une agence de régulation du secteur eau et électricité. Et on a indiqué qu'il faut mieux protéger le consommateur. Donc dans les années à venir, ce service va s'améliorer. Et l'État est en train d'investir, notamment en ce qui concerne Piepal, en ce qui concerne Passimir, pour améliorer la qualité de la distribution de l'eau potable et de l'énergie électrique. Donc l'État fera son rôle auprès de la SEG en l'accompagnant, en régulant, mais aussi en donnant les moyens indispensables pour investir davantage. Quoique légitimée sur le plan juridique, par cette signature de convention de concession, la SEEG est attendue sur la qualité des prestations en distribution d'eau potable et énergie électrique proposées aux populations, un service actuellement décrié. Que nous avons signé aujourd'hui avec les membres du gouvernement, de donner à la SEG un cadre juridique bien établi qui puisse permettre à la SEG de faire des investissements significatifs au bénéfice des populations gabonaises, afin de leur garantir en toute sécurité les approvisionnements en eau potable et en énergie électrique. Pour l'État gabonais, il était plus que nécessaire de reprendre en main un secteur aussi important que celui de la gestion de l'eau potable et de la distribution de l'énergie électrique. Aussi, cette nouvelle forme de contrat qui ouvre le marché à d'autres opérateurs devrait apporter un plus à la SEG. Nous héritons aujourd'hui d'une société dont les ouvrages ont eu un retard d'investissement en termes de renouvellement et de développement depuis plus de 15 ans. Et donc, par cette nouvelle convention de concession, nous avons la capacité maintenant
aller sur les marchés financiers pour nous accompagner dans la remise en état des ouvrages qui aujourd'hui sont dans un état de dégradation quand même assez difficile et qui rendent encore plus difficile leur exploitation, et également de pouvoir développer de nouveaux ouvrages pour faire face à l'évolution de la demande des populations. Voilà qui vient formaliser la reprise en main totale par l'expertise gabonaise d'un secteur stratégique de l'économie du pays. Signalons que cette démarche intervient au terme du divorce entre Veolia, sous contrat depuis 1997, qui s'est vu retirer la gestion en 2017, faute de résultats. Le torchon brûle toujours entre la junte malienne et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dimanche, la CEDEAO a décidé de sanctionner durement le Mali, dont les autorités actuelles refusent d'organiser des élections au plus vite pour un retour à l'ordre constitutionnel. Mais dans le pays, ces sanctions sont diversement appréciées, comme vous le verrez dans ce sujet de notre correspondant sur place, Bouraïma Solo. Prise lors du sommet extraordinaire du 9 janvier par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, les sanctions qui pèsent désormais sur le Mali divisent le pays. Dans les rues de la capitale Bamako, il y a ceux qui ne trouvent pas des mots assez durs pour condamner ces sanctions. Mais il y a aussi ceux comme Abdine Karambe, membre du cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie, qui estime que l'agenda aurait pu faire économie de ces sanctions. Je crois que, honnêtement, on pouvait éviter ça, de telles sanctions, en respectant simplement nos engagements. Parce que ce dont il s'agit, c'est l'image d'un État qui ne respecte pas ses engagements. C'est ce que le Mali est en train de donner à la communauté internationale. Pour le mouvement Yerawolo debout sur les remparts, un mouvement qui manifeste régulièrement contre la présence militaire française au Mali, c'est la main de la France qui est derrière les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Nous le confirmons, la CEDEAO est tout simplement sous ordre de la France. Macron l'a dit, Yves Le Drian l'a dit, Florent Parly l'a dit. Tant que les autorités maliennes n'acceptent pas de faire ce que la France demande, la France va tout faire pour isoler le Mali, la France va tout faire pour sanctionner le Mali et nous sommes là aujourd'hui. En réponse aux sanctions de la CEDEAO, notamment de fermer les frontières avec le Mali, les autorités de la transition ont riposté au nom du principe de la réciprocité. Pour cet enseignant-chercheur spécialiste des questions économiques, en décidant de fermer les frontières maliennes, le gouvernement malien a oublié un détail. Mais je pense que le fait de dire nous fermons au nom de la réciprocité nos frontières avec les États de la CEDEAO qui nous ont sanctionnés, pour moi c'était une erreur et je ne pense pas qu'ils aient pensé à l'aspect où on laisse passer les produits de première nécessité, les médicaments, les hydrocarbures. La réserve du Mali en termes d'hydrocarbures, c'est 2 semaines, pas plus. Aujourd'hui, s'il n'y a plus d'hydrocarbures dans les stations d'essence, c'est tout le Mali qui s'arrête. C'est les militaires qui ne sont pas approvisionnés au front. Dans un communiqué rendu public ce mardi, le cadre d'échange des partis politiques invite les autorités de la transition à s'inscrire dans la voie de la recherche du consensus et de l'unité et de ne pas rompre les contacts avec la CEDEAO et l'ensemble des partenaires du pays. Lors d'un conseil des ministres extraordinaire tenu lundi 10 janvier, le gouvernement a appelé les Maliens à manifester sur toute l'étendue du territoire le vendredi 14 janvier prochain. Lundi dernier, le Bénin célébrait la fête nationale des religions endogènes. À cette occasion, notre correspondant local nous a proposé de découvrir l'une des divinités du panthéon vaudou. Il s'agit du Legba, considéré comme sentinelle et messager du dieu Segboulissa. Kevin Sonsi, notre correspondant local. Instituée en 1990 par l'ancien président Dieudonné Soglo, la fête des religions endogènes ou fête vaudou est célébrée le 10 janvier de chaque année.
Cette année, pour célébrer la fête de Vodou, nous sommes allés à la découverte de la divinité Legba, messager du dieu Segbolissa, qui est sollicité régulièrement pour accorder des bienfaits et transmettre des messages entre les hommes et le monde invisible. Le Legba, c'est une divinité protectrice, c'est le gardien du temple. C'est le Legba qui protège les adeptes, les initiés. Parce que, pourquoi la première? Dans les signes du Fado, chaque signe a son Legba, qui est le gardien du temple, et qui éloigne le danger de la maison, qui éloigne le danger de ses initiés. Donc voilà le rôle du Legba. C'est lui, et le protecteur, c'est lui le messager. C'est lui qui intercède entre les hommes et l'au-delà. Le Legba, c'est une divinité propre à un initié. Tandis que le Tolegba, c'est pour toute une communauté, un peuple ou une ethnie. Le Legba occupe une place importante dans le panthéon. Pour le bon déroulement de tout type de cérémonie, les prêtres vaudous lui demandent d'abord permission pour sécuriser l'environnement où se déroule la cérémonie. Le non-respect du Tolegba amène, vous voyez, pour des rituels, pour des cérémonies, pour des organisations, amène ce qu'on appelle un chaos. Un chaos de la violence, des disputes. Si vous ne consultez pas, par exemple, le Tolegba avant d'organiser ce genre d'événements. Vous voyez, avant de régler des problèmes de communauté, vous êtes obligé de vous ressourcer vers ce Tolegba. Legba, vaudou messager, est le porte-parole intermédiaire entre les hommes et les divinités. Son apparence et sa taille peuvent varier, mais toutes les représentations en ont en commun une élévation de terre entourée de pagnes blancs et la présence d'un phallus qui lui confère le caractère d'un mâle viril. C'est tout pour ce journal des correspondants. Je vous quitte avec ce proverbe chinois. N'aie pas peur d'avancer lentement, aie peur de rester immobile. Bonne suite de programmes à vous sur Télé Sud et à la prochaine.